Bien, bonjour. Nous commençons donc le cours de cette année qui sera jusqu'au milieu de décembre avec simplement deux jeudis dans lesquels il n'aura pas lieu, non pas jeudi prochain mais le jeudi suivant qui a lieu qui est le 5 novembre, si je me souviens correctement, et puis le premier jeudi de décembre. Sinon, le cours a lieu tous les jeudis à 10 heures et est un cours de 2 heures. Je ferai une petite pause, comme il m'avait été demandé l'année dernière, de quelques minutes à 11 heures. Je voudrais rappeler d'abord pour commencer que les deux cours précédents, ceux de 2007 et 2008, ont été consacrés, certains s'en souviennent peut-être, à un cas exemplaire capable d'illustrer la mobilité des textes, c'est-à-dire la mobilité des textes entre des langues, entre des genres, entre des contextes historiques. Et ma recherche était fondée à partir d'une pièce perdue, dont ne subsiste ni manuscrit ni imprimé, qui est The History of Cardenio, qu'un libraire de Londres en 1653 attribue, lorsqu'il en demande le writing copy, le copyright, à Fletcher et Shakespeare. Et l'étude des 2 dernières années avait été centrée sur ce cas particulier qui mettait en question, évidemment, les appropriations de Don Quichotte en Europe entre 1605, la date de publication de la première partie de l'histoire de Cervantes, et 1728, qui était la date de publication d'une pièce de Lewis Theobald qui prétendait posséder des manuscrits de la pièce de 1613, joué devant la cour, qui était ce Cardenio, et qu'il avait adapté pour le théâtre. À partir de cette étude de cas très méticuleuse, une série de questions ont pu être posées. D'abord, la question de la traduction. Comment peut-on traduire d'une langue à l'autre, c'est-à-dire non pas simplement du point de vue linguistique, mais du point de vue de l'horizon de réception, des concepts disponibles, des références mobilisables. Et dans ce cas-là, il s'agissait donc des traductions du Quichotte à l'anglais, mais aussi au français. Une seconde question est une question qui portait sur des transferts textuels qui ne sont pas d'une langue à l'autre, mais d'un genre à l'autre, puisque cette étude analysait plusieurs transformations en une pièce de théâtre de l'histoire écrite par Cervantes, et dans cette histoire plus particulièrement de la nouvelle, entre guillemets, de Cardenio, et du coup une perspective comparative, puisque cette étude portait sur la comparaison de 4 adaptations théâtrales de cette nouvelle de Cardenio, Guillén de Castro, Pichou et Théobald, et implicitement en filigrane ce qu'avaient pu faire écrire en 1613 Fletcher et Shakespeare. Un troisième problème que posait cette étude de cas, c'était celui des significations successives d'un même, entre guillemets, texte dans des contextes politiques et esthétiques différents. Dans ce cas-là, pourquoi choisir Don Quichotte? Pourquoi choisir dans Don Quichotte la nouvelle de Cardenio dans l'Angleterre de 1613, obsédée par sa relation conflictuelle avec l'Espagne, ou bien encore au XVIIIe siècle, dans les années 1720, dans un tout autre contexte politique anglais, celui de l'opposition entre le parti Whig et les jacobites, pourquoi cette relation à Shakespeare édité et adapté, Shakespeare transformé en un enjeu à la fois politique, éditorial et philologique. Au fond de cette étude de cas, que j'ai pratiquement terminée, dont un livre pourrait être issu, il y avait la réflexion sur un paradoxe fondamental qui est celui de la tension qui existe entre, d'un côté, l'identité perpétuée des œuvres, qui sont toujours reconnaissables, toujours identifiables comme telles, à travers leurs différentes formes. J'ai mentionné Don Quichotte, pour chacun d'entre nous ici, cela évoque une œuvre qui a son identité, sa perpétuité, un minimum de définition pour qu'elle soit reconnaissable indépendamment de l'édition dans laquelle les uns ou les autres ont lu Don Quichotte, et indépendamment même de la langue. Et d'autre part, donc, face
à cette identité perpétuée, reconnaissable, reproduite de l'œuvre, la malléabilité infinie de son texte ou de sa mise en écriture, à la fois par Cervantes, par les continuateurs du Don Quichotte ou par les traducteurs. Mise en scène, c'était l'objet même du cours, ces multiples représentations de théâtre fondées sur des pièces elles-mêmes issues du Quichotte, ou même l'infinie quantité de mises en images, si l'on pense à la fois aux illustrations d'une histoire comme celle de Don Quichotte dans les éditions elles-mêmes, aux tableaux ou tapisseries qui ont pu les accompagner, ou même quelquefois à l'incarnation sous forme de masque ou sous forme de déguisement des personnages du Quichotte dans des fêtes, soit des fêtes de cour, soit des fêtes populaires. Il y avait donc là une question centrale qui est la question de cette tension mystérieuse, paradoxale, entre la permanence de l'œuvre d'un côté et la pluralité de ses états ou de ses textes. Une fois achevée, si c'est possible, cette enquête, je voudrais, dans le cours de cette année, revenir en fait au programme que j'avais annoncé pour cette chaire, dont je vous rappelle que l'intitulé est « Écrit et culture » au pluriel dans l'Europe moderne. Et ce programme annoncé lors de la leçon inaugurale en 2007 avait pour titre un vers du poète espagnol Quevedo, ou de l'écrivain espagnol Quevedo, qui reprenait lui-même d'ailleurs un lieu commun des anciens, « Écouter les morts avec les yeux ». Escuchar a los muertos con los ojos. Le programme qui était derrière cette relation de l'historien ou de l'écrivain avec le passé, un passé dans lequel les morts ne peuvent nous parler qu'à travers les traces écrites qu'ils ont laissées, et ce qui fait que leur écoute n'est possible que par cette médiation de la tradition écrite. Ce programme était fondé sur une idée fondamentale qui était que l'histoire de longue durée de la culture écrite, avec les transformations des techniques de reproduction des textes, depuis la copie manuscrite jusqu'à l'imprimerie, et de l'imprimerie jusqu'à le monde du numérique, avec les transformations de la forme même des objets écrits, le rouleau de l'Antiquité, le codex manuscrit, le codex imprimé, aujourd'hui le texte sur l'écran de l'ordinateur, et avec les mutations des usages et des manières de lire et d'écrire qui sont à la fois impliquées ou qui exigent ces mutations et techniques et morphologiques. L'idée était donc que cette histoire de longue durée de la culture écrite qui s'attache à des techniques, à des objets et à des pratiques pouvait peut-être être un élément important pour mieux comprendre les mutations, qu'on peut dire assez violentes et massives, de notre présent, marquées, comme chacun le sait, par l'entrée dans le monde du numérique aux côtés du monde de la culture imprimée, qui fait peut-être encore pour beaucoup l'essentiel des lectures, et de la culture manuscrite qui permet de maintenir cette communication par l'écriture à la main. La lecture des journaux chaque jour, et ce n'est pas une figure de style, peut justifier à la fois cette interrogation sur les mutations brusques, massives du présent, et en même temps justifier peut-être la capacité d'une étude historique de longue durée pour les situer dans leur rupture, ou parfois leur rupture éclatante et parfois leur continuité cachée. On le voit aujourd'hui, puisque chaque jour sont des thèmes fondamentaux d'actualité. Il y a l'entrée sur le marché d'objets nouveaux, c'est-à-dire d'écrans nouveaux, les controverses très vives qui peuvent opposer différentes perspectives quant à la constitution de collections ou de bibliothèques numériques, donnant une forme nouvelle à des livres ou des écrits déjà là,
ou encore les interrogations quant aux transformations que certains désirent, que d'autres redoutent, des pratiques même de la lecture, et que peut-être dans un espace plus nouveau, des possibilités nouvelles offertes aux pratiques de l'écriture. Ce sont là des matières complexes, très souvent opaques pour les profanes, et je me range très volontiers du côté de ces profanes n'ayant guère de compétences techniques sur les objets ou les techniques du numérique, mais ce sont des matières fondamentales, essentielles, et qui sont opaques parce que s'y trouvent liés des enjeux qui sont à la fois juridiques, qu'advient-il du droit d'auteur, du copyright, dans ce nouveau monde de la textualité. Ce sont des enjeux politiques. Comment assurer, par exemple, les politiques nécessaires de numérisation des collections dans les bibliothèques, entre les exigences de l'autorité publique et les intérêts des entreprises privées. Et ce sont des enjeux qui sont aussi intellectuels et culturels, puisqu'ils mettent en question le rapport avec la culture écrite, soit celle du passé, soit celle qui se crée chaque jour dans les multiples, infinies formes de l'écriture. Je disais dans la leçon inaugurale que les historiens n'ont pas de capacité à la prophétie, et la plupart des prophéties qu'ils ont faites sur le futur se sont transformées en des échecs fracassants ou des erreurs importantes. Mais peut-être l'histoire comme telle peut aider à mieux démêler cet écheveau embrouillé de questions en introduisant à la fois cette mesure de la rupture à l'intérieur de continuité fondamentale et aussi en portant d'une manière précise l'attention sur ces différents registres qui se trouvent liés les uns aux autres, juridiques, politiques, esthétiques et culturels. Du coup, pour ce cours et peut-être d'autres dans l'avenir, mon désir, ma volonté de revenir à une série de questions qui étaient posées comme tout à fait centrales dans cette présentation même d'un programme de recherche sur écrit et culture dans l'Europe moderne. Ces questions avaient la forme explicite de questions qui avaient été souvent posées par d'autres plus grands avant ces cours. Qu'est-ce qu'un auteur ? La question fondamentale posée par Michel Foucault dans une conférence de 1969 et reprise ici même dans sa leçon inaugurale, l'ordre du discours. La question qu'est-ce que la littérature ? Question fameuse de Sartre, mais qui, pour moi, d'un certain point de vue, pose la question des rapports entre ce que l'on appelle maintenant littérature, c'est-à-dire des productions textuelles à finalité esthétique, et d'autre part les productions ordinaires, les pratiques communes de la culture écrite saisie dans son entier. Ou une question, peut-être posée par personne de cette façon-là, mais qui est absolument centrale dans l'histoire de la tradition occidentale depuis l'époque d'Alexandrie. Qu'est-ce qu'une bibliothèque ? Alors aujourd'hui, je voudrais revenir à la première de toutes ces questions et qui était formulée d'emblée dans ce programme de recherche qui va donner le fil conducteur du cours de cette année. Qu'est-ce qu'un livre ? Qu'est-ce qu'un livre est une question qui, elle, est explicitement formulée dans un texte de 1798 de Kant qui a pour titre « Principe métaphysique de la doctrine du droit ». Et on le trouve aujourd'hui dans les éditions modernes et les traductions dans la deuxième partie de la métaphysique des mœurs, dont les prolégomènes sont bien connus et dont les deux livres fondamentaux sont les principes métaphysiques de la doctrine du droit et les principes métaphysiques de la vertu. Et je voudrais m'attacher à ce texte pour commencer ce cours, et peut-être d'ailleurs pour illustrer un point qui ensuite viendrait, qui est comment comprendre les textes, c'est-à-dire comment comprendre des textes que nous utilisons très spontanément à partir d'extraits, de fragments, de passages, et ici vous le verrez, les 2 ou 3 paragraphes que Kant consacre à cette question « qu'est-ce qu'un livre ?», et d'autre part, la place
le sens de ces fragments, de ces passages particuliers à l'intérieur de l'architecture d'une œuvre. Et c'est cette relation entre fragments, motifs, extraits, d'une part, et d'autre part, architecture cohérente d'une œuvre, qui peut être un objet même de notre réflexion, puisque cette relation est modifiée profondément en fonction de la matérialité dans laquelle les œuvres se trouvent données à lire, que ce soit cette forme ici, celle du codex imprimé, ou la forme du texte numérique. Donc c'est une étude de cas, mais qui en même temps peut être exemplaire d'une question théorique ou méthodologique que je voudrais poser, qui est celle de la relation du fragment à la totalité lorsque l'on est face à des productions de la culture écrite. Alors pourquoi Kant, en 1798, dans ses principes métaphysiques de la doctrine du droit, pose-t-il cette question? Il me semble que la raison en est double. La première est liée au temps et au lieu, c'est-à-dire que Kant, comme beaucoup d'autres, est entré dans le débat à propos de la propriété littéraire tel qu'il s'est déployé en Allemagne entre 1773 et la décennie 1790. C'est un débat qui a impliqué les éditeurs, les poètes, les philosophes, en dehors de Kant, Fichte, Baker et beaucoup d'autres, Herder, entrent dans cette discussion. Et Kant y avait contribué une quinzaine d'années auparavant, en 1785, avec un article dont le titre, lorsqu'il est traduit, est « De l'illégitimité de la contrefaçon des livres ». Cette illégitimité de la contrefaçon des livres est un article publié dans le périodique peut-être le plus important de Berlin, le Berlinische Monatsschrift, qui est le périodique dans lequel, un an auparavant, 1784, Kant avait publié un de ses textes les plus fameux, infiniment commenté, y compris ici dans un cours par Foucault, « Qu'est-ce que les Lumières » Was ist Aufklärung. Le débat est vif en Allemagne, ou pour être plus exact dans l'Empire, pour trois raisons qui sont des raisons spécifiques à la situation allemande en termes de relations entre les auteurs et les éditeurs ou de relations entre les éditeurs. En vous rappelant que le terme éditeur peut être presque un anachronisme pour ce moment, puisque l'édition ne devient une activité professionnelle spécifique, séparée, qu'au commencement du XIXe siècle. Au XVIIIe siècle, un éditeur est toujours nécessairement soit un libraire-éditeur qui prend en charge les frais et les dépenses imposées par l'édition d'une œuvre ou d'un texte, et s'il y a une différence, et d'autre part, peut-être un imprimeur qui lui-même se place dans cette position d'éditeur. Donc, les éditeurs entendus comme les grands libraires-éditeurs ou comme, dans certains cas, les imprimeurs-éditeurs. Alors, quelles sont ces spécificités? La première, elle est directement liée avec la géographie politique de l'Empire, qui, comme vous le savez, est caractérisée par une très grande fragmentation étatique, peut-être près de 300 États, principautés, villes libres dans l'Empire de la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire, du coup, une situation dans laquelle, lorsqu'un pouvoir accorde un privilège de librairie, c'est-à-dire le droit exclusif pour un éditeur durant une certaine période d'imprimer et vendre un texte pour lequel il a reçu ce privilège, lorsque cette grâce du souverain ou du pouvoir est accordée, elle ne vaut évidemment que dans un territoire particulier qui peut être extrêmement limité. Et du coup, la reproduction des œuvres protégées par le privilège donné par un souverain est devenue une pratique très commune, très fondamentale dans le monde éditorial allemand du XVIIIe siècle, avec cette ambiguïté du fait que reproduire un texte déjà imprimé sous privilège dans un État particulier n'est pas légalement une infraction,
puisque le libraire-éditeur ou l'imprimeur-éditeur d'un autre État ne se considère pas lié par les privilèges donnés par un autre prince, un autre souverain ou un autre pouvoir. Et d'ailleurs, les politiques des États obsédés par le mercantilisme, c'est-à-dire l'idée de ne pas être dans une position où les marchandises doivent être achetées à l'extérieur et donc du coup entamer la réserve d'or ou d'argent, mais au contraire, où que les productions à l'intérieur des limites de l'État souverain doivent permettre cette autosuffisance, ne faisaient qu'encourager cette pratique de la reproduction des textes, même couverts par un privilège, mais un privilège qui ne valait que pour un territoire limité et qui n'était pas le leur. Mais bien sûr, du point de vue des éditeurs ou des auteurs, cette pratique de la reproduction des œuvres était considérée, comme le dit le texte de Kant de 1785, comme illégitime, ou comme une contrefaçon, dans la mesure où ces éditions, tenues de ce point de vue, qui n'est pas le point de vue du droit, mais qui est le point de vue de l'écriture et de l'édition, pouvaient être considérées comme pirates en un moment où les éditeurs et plus encore les auteurs tentaient d'affirmer leurs droits. De là, la deuxième spécificité du monde allemand, très durablement depuis le milieu du XVIIe siècle, lorsqu'un auteur cède un manuscrit à un éditeur, libraire ou imprimeur, la rémunération que possiblement il reçoit n'est pas considérée comme un droit ou comme la rémunération d'un travail d'écriture, mais comme un honorarium, comme une forme de reconnaissance traduite monétairement, de rétribution, de faveur. Et finalement, la relation durable entre les auteurs et les éditeurs avait quelque chose de parallèle avec la relation entre les écrivains et leurs patrons ou leurs protecteurs. La rémunération, lorsqu'elle existait, n'était tout à fait semblable, sous la forme de l'honorarium, à une gratification que l'on pouvait recevoir dans le cadre du mécénat ou du patronage. Et cette spécificité du cas allemand a pu entraîner au XVIIIe siècle la volonté des auteurs pour briser avec ce modèle de la gratification, de l'honorarium, pour imposer un modèle qui était celui pour lequel, en Angleterre ou en France, d'autres avaient déjà plaidé, c'est-à-dire le modèle d'une rémunération du travail de l'écriture par l'éditeur pour l'auteur auquel il achetait son œuvre. Et on voit du coup que l'affirmation de ce droit d'auteur lié au travail de l'écriture ne peut pas se situer dans le cadre inadéquat des petits États territoriaux qui, si on passe par le privilège pour justifier ce droit d'auteur, étaient constamment battus en brèche dans le monde allemand. C'est-à-dire que la stratégie que développe Diderot dans son mémoire sur le commerce de la librairie, c'est-à-dire de reconnaître le privilège et de le défendre, mais simplement comme la garantie d'une juste rémunération dans un contrat passé entre auteur et éditeur, qui est possible dans un grand royaume comme la France, ne l'est pas dans une situation géopolitique comme celle de l'Empire. De là, la troisième spécificité allemande qui explique aussi le début de cette controverse ou de cette abondante production de textes sur la reproduction des livres, qui est en 1772 une initiative du poète Klopstock pour créer une Deutsche Gelehrtenrepublik, c'est-à-dire une république des lettres allemandes, fondée sur le principe de la souscription, pour contourner cette médiation des éditeurs. Les auteurs pourraient s'organiser de manière à proposer à travers les journaux leurs œuvres en souscription, ainsi constituer les fonds nécessaires pour l'impression de leurs livres, les commander à des imprimeurs et les mettre en circulation directement, sans la médiation des éditeurs. Cette sorte de figure de l'auteur devenant l'éditeur lui-même, qui n'était pas une figure totalement absente de la tradition. Dans le cas de la Castille du siècle d'or,
on trouve de nombreux exemples d'auteurs qui financent eux-mêmes l'édition, demandent les privilèges pour eux-mêmes, commandent l'impression des ouvrages, du tirage des exemplaires de l'édition à un imprimeur et les mettent en circulation pour leur profit, soit directement, devenant non seulement éditeurs d'eux-mêmes, mais libraires d'eux-mêmes, soit par la médiation d'une librairie et d'un libraire. Il y a là un exemple, et d'ailleurs, si vous vous souvenez, lorsque Don Quixote visite une imprimerie à Barcelone, dans le chapitre 62 de la seconde partie du Quichotte, il rencontre un auteur, entre guillemets, qui est en fait un traducteur d'un livre italien, les Bagatelle, et cet auteur-traducteur n'a pas cédé son manuscrit à un libraire, mais assure lui-même son édition, parce qu'il en espère des profits plus grands, puisqu'évidemment, il serait le maître des revenus qu'assurerait sa vente, soit directe, soit par l'intermédiaire d'un libraire. C'est ce modèle-là qui est repris dans l'initiative de Klopstock, avec quelque chose en plus, c'est-à-dire la souscription qui permet de réunir les fonds pour l'édition avant même que celle-ci ait pu être demandée aux presses d'un imprimeur. En fait, cette tentative échoue, mais traduit, puisque les auteurs, comme dit Diderot dans son mémoire sur le commerce de la librairie, ne sont pas les mieux armés pour être les entrepreneurs et libraires d'eux-mêmes, mais elle pose la question fondamentale que rencontrent Kant et d'autres dans ce contexte des années 1770, 1780, et qui est celui d'établir les auteurs comme propriétaires de leurs œuvres. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle Kant a discuté cette question. Qu'est-ce qu'un auteur, qui peut paraître un peu étrange par rapport à ces textes fondamentaux ou ces trois critiques? La deuxième raison, qui nous mène directement au texte de 1798, qui est un alinéa dans les principes métaphysiques de la doctrine du droit, elle est tout autre. Elle est détachée de la circonstance, car l'objet de la réflexion de Kant dans la métaphysique des mœurs, droit et vertu, est d'établir, comme dans les autres critiques, des principes universels a priori qui font abstraction, comme il le dit, des cas particuliers de l'expérience. Il s'agit donc d'une doctrine métaphysique du droit et non pas d'une analyse de la pratique juridique, des cas singuliers ou de la jurisprudence. De là, les deux questions qui sont posées dans cet alinéa 31 de la première partie de la doctrine du droit, qui est consacrée au droit privé, la seconde partie étant consacrée, c'est-à-dire au droit naturel, le droit de l'homme naturel, la seconde partie étant consacrée au droit civil, c'est-à-dire de la sortie d'un état du déplacement des propriétés de l'état de nature à celles qui sont créées par la société civile. Et il y a donc deux questions enchaînées l'une à l'autre dans ce alinéa 31. Qu'est-ce que l'argent et qu'est-ce qu'un livre? Alors, pour comprendre pourquoi Kant réfléchit dans cette manière dans ce partie-là de la doctrine du droit, il faut revenir évidemment à l'objet même de cet alinéa 31. J'utiliserai la traduction qui a été faite par Alain Renaud dans la collection de poche Flammarion. C'est le titre de cet alinéa est « Division de tous les droits pouvant être acquis par contrat ». C'est-à-dire qu'ici, Kant considère, fidèle à son idée de principe universel et non pas de cas singulier, toutes les distinctions logiques qui permettent d'établir une classification des droits qu'on peut acquérir par contrat à partir de leur forme et non pas du tout des matières extrêmement variables de l'échange. Et de là, trois classes de contrats, ceux qu'il appelle des contrats de bienfaisance, c'est-à-dire prêt, donation, des contrats onéreux qui mettent en jeu une transaction monétaire, et avec une distinction fondamentale entre les contrats
onéreux d'aliénation, achat et vente, emprunt, échange, lorsque le bien est transféré d'une main à une autre, quand la marchandise ou le bien est transféré temporairement ou définitivement d'une main à une autre, ou bien les contrats onéreux de location, comme par exemple la location d'un objet, d'une chose, ou bien la location d'une force de travail dans le contrat de travail, ou bien, ce qui est un cas particulier, les contrats qu'il appelle de procuration, lorsque quelqu'un agit au nom de ou à la place d'un autre. On a donc une taxinomie, une classification strictement formelle qui oppose bienfaisance, onéreux et garantie. Les derniers étant les contrats de garantie, mise en gage, ou lorsque quelqu'un se porte caution pour un autre. Donc bienfaisance, contrats onéreux qui peuvent être d'aliénation ou de location et contrats de garantie sont la classification formelle qui n'implique en rien que soient discutées les matières, les biens, les choses qui sont les objets de ces différents contrats. Et on voit bien là la différence entre une analyse de la jurisprudence et des cas singuliers opposés au projet de Kant, c'est-à-dire l'établissement de principes universels a priori. Mais dans cette taxinomie, dans cette classification, il y a deux questions qui sont des problèmes lorsque l'on pense aux contrats d'aliénation, c'est-à-dire ceux fondamentalement qui sont d'achat et de vente. Il faut considérer la nature spécifique d'une des marchandises, c'est-à-dire l'argent. Qu'est-ce que l'argent est la question qui est posée. Parce que cette marchandise n'est pas une marchandise comme les autres, c'est une marchandise qui a été transformée en instrument spécifique, en moyen légal et universel du commerce. Et comment cette marchandise spécifique, qui normalement peut faire problème par rapport à une classification purement formelle, doit être considérée lorsque l'argent et l'or, il évoque les mines du Potosi, est devenu non seulement une marchandise comme une autre, mais un instrument légal régulant le commerce et d'une manière universelle. Il y a donc toute une discussion sur cette marchandise spécifique de façon à ne pas la considérer comme une exception à la perspective fondamentalement métaphysique, universelle, a priori, des catégories que Kant met en œuvre. Et lorsqu'on pense aux contrats de procuration, ceux qui font que quelqu'un parle au nom de ou à la place d'un autre, il faut considérer un objet spécifique, le livre. Qu'est-ce que le livre? C'est un objet particulier qui mérite une réflexion séparée et non pas d'être totalement subsumé de manière finalement anonyme à l'intérieur de tous les objets possibles qui sont des objets soumis à ces contrats de procuration. Et la raison de la particularité du livre, elle est qu'il peut être considéré comme un produit matériel. Un livre est une chose, est un objet matériel, et du coup, il peut et doit être soumis au droit réel. Et Kant définit le droit réel comme le droit sur une chose qui autorise l'usage privé de cette chose dont je partage avec tous les autres la possession collective. C'est-à-dire ici, lorsqu'on pense au livre, à tous les exemplaires d'une même édition qui sont possédés collectivement par de multiples acheteurs, mais chacun étant propriétaire de cet objet qui est soumis au droit réel. Mais le livre n'est pas seulement un objet matériel, une chose qui peut relever de ce droit réel, il est aussi un discours, un texte, une œuvre, qui, elle, est l'objet d'un droit personnel, justifiant une propriété unique et exclusive, à la différence des exemplaires d'une édition, ou des transactions qu'autorise la propriété du droit réel, une propriété unique, exclusive, et possiblement objet d'un contrat de
procuration, puisqu'ici, la gestion de cette propriété peut être assurée au nom d'un autre, par l'éditeur au nom de l'auteur, mais sans que pour autant cette gestion assurée au nom de l'autre entraîne l'aliénation, comme dans les contrats d'aliénation, lorsqu'il y a un transfert absolu, définitif, d'un bien d'une main à une autre. Et c'est la raison pour laquelle, quant à cette discussion particulière sur qu'est-ce qu'un livre, dans cette double nature soumise au droit réel des produits matériels, mais aussi, et peut-être plus, dépendant du droit personnel des propriétés uniques et exclusives, et qui justifie cette réflexion sur ce cas particulier des contrats onéreux, impliquant un échange monétaire, mais qui sont des contrats de location et non pas des contrats de transfert de propriété comme sont les contrats d'aliénation. Alors on peut entrer dans le texte lui-même ensuite pour voir, je le fais parce que ce texte est maintenant très souvent cité, utilisé même dans les discussions autour en particulier de la propriété littéraire à l'intérieur du monde du numérique. C'est un texte aussi qui peut faire référence à la tension entre une définition traditionnelle du copyright et des droits d'auteur, économiques ou moraux d'un côté, et de l'autre côté, les perspectives qui seraient celles d'une appropriation collective sur les productions symboliques, détruisant ou modifiant profondément les législations qui, à partir du XIXe siècle, se sont fondées sur la catégorie de propriété littéraire. Donc c'est un texte qui est très souvent cité, mais évidemment il est cité comme un fragment détaché, isolé de ce double contexte que j'essaye de mettre en place, l'un qui est historique, pourquoi Kant s'intéresse tant le contexte de la polémique sur la propriété littéraire à la question « qu'est-ce qu'un livre ?» Et du coup, on ne peut comprendre cela qu'en le rapportant à des traits spécifiques de la situation dans l'Empire allemand, et de l'autre côté, pourquoi, théoriquement, il s'intéresse à la question « qu'est-ce qu'un livre ?» dans un ouvrage consacré à établir des fondements a priori et des divisions universelles des droits à partir de leur forme et non pas de leur matière. Alors le texte, j'en prends le premier paragraphe. Un livre est un écrit, que ce soit à la plume ou en caractère d'imprimerie, qu'il ait peu ou beaucoup de pages, c'est ici indifférent, qui représente un discours que quelqu'un adresse au public en se servant de signes visibles du langage. Celui qui parle à ce public en son nom propre s'appelle l'auteur, aucteur. Les mots latins sont donnés dans le texte de Kant. Celui qui, à travers un écrit, parle publiquement au nom d'un autre, de l'auteur, est l'éditeur. Celui-ci, s'il le fait avec la permission de l'auteur, est l'éditeur légitime. Si, en revanche, il le fait sans cette permission, il est l'éditeur illégitime, c'est-à-dire le contrefacteur. La somme de toutes les copies de l'original, exemplaire, est l'édition. Ce texte, qui peut paraître extrêmement simple, en fait, indique à la fois de nombreuses questions et en même temps indique le paradigme dans lequel Kant écrit. Bon, commençons. Un livre est un écrit, qu'il soit à la plume ou en caractère d'imprimerie. Il y a là une première continuité qui est établie, et l'imprimerie considérée comme une forme nouvelle de l'écriture. Ceci peut mener à des réflexions d'un côté sur la continuité existant entre le manuscrit et l'imprimé, mettant un peu en question les ruptures trop abruptes que certains ont voulu introduire entre la révolution de l'imprimerie et une culture manuscrite antérieure qui aurait été détruite par cette nouvelle technique de reproduction des textes. Et dans le cas de Kant, on voit qu'ici, il évoque et il pense en même temps une communication, une publication manuscrite et avec celle de livres ou d'autres objets imprimés. Et au XVIIIe siècle, dans le monde qui est le sien, effectivement,
la publication manuscrite survit avec une grande force pour toute une série de genres, les anthologies poétiques, les textes prohibés, et ce à quoi il pense sûrement, les mémoires ou les correspondances qui sont échangées à l'intérieur de la République des lettres, et une République des lettres qui pour lui est le modèle qui, une fois étendu, devrait être celui de la société cosmopolite des hommes, comme il le dit dans le texte de 1784. On voit qu'il y a là comme un écho ou une résonance dans ce texte de 1798 de ce que Kant avait écrit dans le Qu'est-ce que les Lumières de 1784, où il définissait les Lumières, l'Aufklärung, le processus des Lumières, comme étant l'usage public de leur raison par des personnes privées. Et cet usage public de la raison, il supposait la communication et la production de l'écrit. Dans le texte de 1784, Kant évoque les deux pratiques qui cimentent cet usage public de leur raison par des personnes privées, c'est-à-dire en tant que Gelehrter, en tant que savant, érudit, celui qui intervient avec compétence dans le débat philosophique ou politique ou moral, et de l'autre côté, il intervient en face du grand public qui lit, dit Kant, qui est grand mais qui n'est pas encore universel, mais qui articule ainsi la position de lecteur et la position d'écriture. Et cette position de lecture ou d'écriture, elle s'attache aussi bien à des textes imprimés qu'à la circulation sous différentes formes, mais publiques, du manuscrit. On a donc là un premier élément dans cette idée de penser, de réaffirmer que finalement l'imprimerie est seulement une nouvelle modalité de l'écriture, l'ancienne, c'est-à-dire l'écriture à la main, gardant toute sa puissance. On peut avoir aussi un écho plus ancien dans cette phrase, qui est que l'idée de l'imprimerie comme modalité de l'écriture a pu durablement justifier, mais là depuis le XVIe siècle, la revendication des imprimeurs, compositeurs, gens du livre, d'appartenir à un art libéral et non pas à un art mécanique. C'est-à-dire que si l'imprimerie est simplement une forme nouvelle de l'écriture, ce qu'elle met en jeu, ce sont des catégories de l'entendement et pas simplement une force de travail, ce qui est une des définitions possibles de la séparation entre un art libéral, qui suppose un certain nombre de privilèges, de droits, d'immunités, et un art mécanique qui, lui, repose fondamentalement sur la mobilisation du corps et de la force de travail. Et de là, dans de nombreux textes, la justification de privilèges réclamés par le monde des imprimeries, depuis le maître imprimeur jusqu'au compositeur, en passant par les correcteurs, voire même les pressiers, parce que l'imprimerie est une écriture parallèle à celle que l'on peut faire à la main, donc elle met en jeu les mêmes capacités, les mêmes compétences de l'esprit, et pas seulement le travail du corps. On voit aussi que Kant, dans ce paragraphe liminaire, lie celui qui parle à ce public en son nom propre, s'appelle l'auteur. C'est-à-dire que là, le terme de discours que l'on emploie peut être pris littéralement. Finalement, que si l'imprimé est une nouvelle forme de l'écriture, la circulation de l'écrit est une nouvelle forme de la transmission de la parole, celui qui parle à ce public. Et là, Kant rappelle que celui qui parle à ce public, on le désigne du nom de auteur, aucteur. Il fait retour au terme latin, je crois, avec l'intention de charger ce terme de ce qui est la définition de l'auctor dans le latin, qui est lié, vous le savez, avec le verbe augere. Et augere signifie d'abord augmenter, mais aussi faire avancer, mais aussi accroître. Et à partir de ce moment-là, auctor peut être défini non seulement
comme le garant, mais aussi comme le maître, comme celui qui a autorité, comme celui qui fonde ou comme celui qui crée. Et tous ces sens existent dans le latin classique, et on voit que ce que s'y joue est l'idée d'un sens faible, qui serait celui d'augmenter quelque chose qui est déjà là, à un sens fort, qui est celui de fonder, créer et avoir autorité. Et la proximité entre auctor et auctoritas, ou auctoritates, est absolument fondamentale dans cette perspective. Et on peut dire peut-être, je l'avais suggéré dans un commentaire de Qu'est-ce qu'un auteur de Foucault, qu'un des déplacements majeurs de l'époque moderne, entre XVIe et XVIIIe siècle, a été de donner aux auteurs contemporains le même poids d'autorité qui était attribué aux auctoritates, soit de la tradition classique, soit de l'Église. Kant fait retour à ce mot auctor avec cette intention, parce que l'idée d'augmenter peut être aussi l'idée propre, fondamentale dans le processus de l'Aufklärung, des Lumières, c'est-à-dire l'idée de faire avancer, en anglais on dirait the advancement of learning. Donc on a aussi là, avec cette deuxième mise en rapport, non seulement l'imprimé comme forme d'écriture, mais l'écriture, qu'elle soit imprimée ou manuscrite, comme représentation de la parole adressée au public, deux fondements essentiels du raisonnement de Kant, ce qui amène l'introduction dans la phrase suivante du terme « celui qui parle publiquement », qui s'adresse au public. Il peut le faire en son nom propre ou directement, c'est l'auteur, ou bien il peut le faire, si c'est un autre acteur, au nom de cet premier auteur, et c'est le cas de l'éditeur. Mais on le voit, que cet éditeur parle légitimement parce qu'il en a la permission, ou illégitimement parce qu'il a décidé d'imprimer sans le consentement de l'auteur, ce qui est important ici, c'est le terme « publiquement », la mise en circulation publique des textes, qui renvoie là encore au texte de 1784, « Qu'est-ce que les Lumières ?», où Kant opposait cet usage public de leur raison par des personnes privées, qui ne devaient connaître ni limites ni contraintes. Il est situé immédiatement, cet usage, dans le monde de l'universalité et de l'égalité de chacun de ceux qui interviennent comme lecteurs et comme auteurs, avec l'usage privé de la raison, qui paradoxalement pour Kant était l'usage que l'on fait de sa raison lorsque l'on est dans une position d'un office ou d'une fonction, ou dans la position d'obéissance par rapport au prince. Mais toutes ces positions, en exerçant son office, ou bien en étant le sujet d'un prince, ou bien que le soldat ou l'officier d'une armée, renvoient à ce qu'il est dans le texte allemand des familles, c'est-à-dire des unités particulières. Donc l'usage privé est lié à ces fonctions qui peuvent être contraintes et qui s'inscrivent dans des univers sociaux limités, alors que l'usage public de la raison, et on le voit ici à travers la circulation des écrits produits et lus, elle dépasse ces familles, une armée, une église, un État, parce qu'elle s'adresse à la société universelle des hommes, ou la société cosmopolite des hommes, comme le dit le texte de 1784. La dernière phrase est aussi intéressante, l'idée que la somme de toutes les copies de l'original est l'édition, ça paraît très banal. En fait, ça indique comment Kant se situe dans un nouveau paradigme de l'écriture ou de la circulation des discours, que j'étudierai plus profondément la semaine prochaine, et qui est ce paradigme, ce moment où se sont cristallisées et associées trois catégories essentielles: l'individualité de la création, l'originalité du discours et la propriété intellectuelle. C'est ce moment du XVIIIe siècle dans lequel apparaît à la fois ce que Paul Bénichou avait appelé dans un livre magnifique le sacre de l'écrivain,
et d'autre part où va se mettre en place cette référence fondamentale à l'intention de l'auteur qui peut être rendue visible par la présence de sa main sur les manuscrits autographes. C'est une situation qui pour nous pourrait être banale, mais là, qui s'oppose à un monde antérieur dans lequel la notion même d'original, les copies de l'original, référées ici par Kant au texte qu'a écrit l'auteur et dont il a autorisé la reproduction par l'éditeur, pouvait avoir un sens tout à fait différent. Dans l'espagnol du siècle d'or, original ne renvoie pas du tout à la copie autographe de l'auteur, mais renvoie à une copie au propre qui a été établie par un scribe afin d'être soumise à l'examen des censeurs et ensuite d'être donnée à l'imprimeur pour que commence le processus de composition et d'impression. Donc il y a là, derrière l'aspect anodin de cette phrase, toutes les copies de l'original constituent l'édition, une indication d'une rupture de paradigme sur les manières de lire et, dans ce cas-là, d'écrire. Et aussi, toutes les copies de l'original constituent l'édition. Pour Kant, ce qui est important, c'est que l'édition dans toutes ces copies soit la représentation du discours que quelqu'un adresse au public, et le public identifié à la société universelle des hommes, sans que préoccupation pour la matérialité même de cette représentation. Et là, on voit peut-être une illusion ou une distance de Kant au processus même de ce qu'est la publication d'un texte, puisque dans l'ancien régime typographique, c'est-à-dire entre Gutenberg et la presse mécanique du début du XIXe siècle, ce qui définit une édition est effectivement que tous les exemplaires de cette édition résultent de la même composition typographique et donc des mêmes formes mises sous la presse pour que soient imprimées les feuilles, qui deviennent des cahiers, qui deviennent un livre, mais que dans cet ancien régime typographique, ce qui est implicitement supposé par cette perspective déréalisée ou dématérialisée de l'œuvre, c'est la variation, les variantes multiples qui s'introduisent dans ce processus, soit parce que, évidemment, on peut corriger le texte en cours même de son impression, ce qui peut introduire des variantes entre des exemplaires d'une même édition, et du coup, la représentation du discours est elle-même soumise à cette variation, et d'autre part, plus généralement, comme on le sait, pour des raisons multiples, les tirages sont toujours limités, entre 1250 ou 1500 exemplaires, rarement plus, quelquefois moins. Et donc, du coup, lorsque le discours est l'objet de ces multiples rééditions, là aussi, des variantes sont introduites, puisque ces rééditions ne sont jamais identiques les unes aux autres, même si elles ont été faites à partir d'un exemplaire imprimé de l'édition précédente. Je insiste sur ce point pour montrer quelque chose que nous retrouverons, c'est-à-dire que dans la perspective de Kant, ce qui est fondamental, c'est cette stabilité, unité, perpétuité du discours, transcendant toutes ces formes matérielles, et de l'autre côté, les réalités mêmes de la production du livre imprimé qui impliquent variantes et variations. Et beaucoup plus qu'on ne l'a supposé lorsqu'on a opposé la rigidité, la fixité, l'uniformité du livre imprimé à la mouvance du manuscrit. Si l'on continue et que l'on entre dans le texte, ensuite Kant s'attaque donc à ce qui serait la justification fondamentale de son propos, c'est-à-dire comment inscrire dans les contrats de procuration la délégation de l'auteur à l'éditeur lorsqu'il lui confie la circulation publique de son manuscrit. Un écrit n'est pas immédiatement désignation d'un concept,
comme peut l'être une eau-forte qui représente sous la forme d'un portrait une personne déterminée, ou un plâtre qui la représente en buste. Mais c'est un discours au public, c'est-à-dire que l'auteur parle publiquement par l'intermédiaire de l'éditeur. Mais celui-ci, à savoir l'éditeur, parle par l'intermédiaire de son ouvrier, operarius, l'imprimeur, et non pas en son propre nom, car si c'était le cas, il se donnerait pour l'auteur. Mais au nom de l'auteur, ce à quoi il n'est donc légitimé que par le mandat que lui délivre ce dernier, mandatum. Alors c'est là où Kant introduit, localise le contrat qui porte sur un livre, la relation entre l'auteur et l'éditeur, à l'intérieur des contrats de procuration qui sont ceux fondés sur un mandat. Et il a introduit la distinction entre cette procuration qui est menée au nom d'un autre et la procuration qui est menée à la place de l'autre. La première, qui caractérise la relation auteur-éditeur, menée au nom d'un autre, est un contrat qui est tout entier fondé sur le mandatum, le mandat donné par l'auteur à son éditeur. Ce mandat, cette délégation, est absolument essentielle parce que c'est elle qui est fondée sur la propriété exclusive et permanente de l'auteur sur son texte, et c'est elle qui la préserve. Le point fondamental étant de ne pas faire basculer ces contrats entre auteur et éditeur du côté des contrats d'aliénation, comme c'était le cas, c'est-à-dire la cession définitive et absolue de l'œuvre à l'éditeur, mais de conserver dans la classe des contrats de procuration fondés sur des mandats cette propriété première, primordiale, inaliénable de l'auteur sur son œuvre. Alors du coup, la conséquence est importante pour les éditeurs, puisque c'est cela qui fonde ce que Kant espère comme l'interdiction légale, juridique, de la reproduction illégitime que fait un éditeur aux dépens d'un autre éditeur qui a reçu celui-ci le mandatum de l'auteur, ce que Kant désigne comme un furtum usus, un usage frauduleux. Mais plus encore et plus important, même si ça reste implicite dans le texte, ce qui pour Kant est fondamental ici, c'est la reconnaissance du droit personnel de l'auteur, un droit qui est préservé, imprescriptible, inaliénable, même s'il est mis en procuration à l'intérieur d'un contrat fondé sur l'idée du mandat. C'est pourquoi, après l'énoncé que j'ai lu, Kant développe l'idée « Or, le contrefacteur, à travers l'édition qu'il entreprend de sa propre autorité, parle certes au nom de l'auteur, mais sans posséder pour ce faire un mandat de celui-ci. Par conséquent, il commet à l'égard de l'éditeur autorisé par l'auteur, qui est donc le seul légitime, un délit qui consiste à le dépouiller de l'avantage qu'il pourrait et voudrait tirer de l'usage de son droit. En ce sens, la contrefaçon des livres est donc interdite. » Là, c'est une formule législative ou légale ou juridique qui n'a pas encore de réalité. C'est le principe que Kant veut voir reconnaître ou pose comme un absolu dans le registre de la métaphysique du droit et doit être ensuite traduit par des législations particulières, ce qui sera le cas progressivement dans l'Empire à partir du début du XIXe siècle. Voilà que le texte, je vais conclure avec ça cette première partie, opère une rupture radicale avec la pratique antérieure qui était celle de la cession définitive de l'œuvre, du discours à l'éditeur, l'auteur du coup n'étant plus propriétaire, même si son droit de propriété est le fondement de la propriété du libraire-éditeur, il le perd à partir du moment où il y a cette cession dans les pratiques anciennes. Kant affirme au contraire que cette propriété reste imprescriptible et inaliénable et seulement objet possible d'un contrat de procuration.
et d'autre part, cela lui permet d'affirmer la prima, la prévalence du droit personnel qui est celui de l'auteur sur le droit réel qui est celui de qui a acquis soit l'œuvre, soit un livre. Et ce droit réel qui est attaché à l'objet, à la chose, à l'opus mechanicum, qui fait que la chose devient propriété de son acquéreur, n'est pas suffisante pour justifier le droit de reproduction. La légitimité de ce droit de reproduction n'est pas liée à ce droit réel de propriété sur l'objet, mais elle est liée à cette abstraction qu'est le droit personnel de l'auteur sur son discours, ce droit personnel étant sa propriété exclusive. Et on voit là qu'est touchée cette question clé pour toutes les discussions, y compris aujourd'hui, qui est le rapport entre l'immatérialité ou la transcendance du discours, qui est l'objet même de la propriété personnelle, et d'autre part, que la multiplicité des objets qui font circuler dans une société ces discours et qui sont la propriété de celui ou celle qui les acquiert. Et cette tension entre l'opus mechanicum, la chose, objet de la propriété réelle, mais subordonnée à la propriété personnelle sur le discours que l'on adresse au public, indépendamment de ses formes particulières, dans la transcendante immatérialité de l'œuvre, la seule matérialité en étant l'original, c'est-à-dire le manuscrit autographe de l'auteur, évidemment pose des questions dont vous pouvez immédiatement avoir en tête la résonance pour les questions actuelles sur les conflits autour de la protection des copyrights à l'intérieur du monde numérique et d'autre part la réclamation, la revendication des usages libres et gratuits des productions symboliques. Alors, comme je l'ai promis, si vous en avez besoin, on peut faire peut-être une pause de 5 minutes, sinon je peux continuer et enchaîner la parole plus directement. Bon, alors on fait une pause de 5 minutes, on reprendra à 11h10.